acquérir parce que premièrement, ils arrivent, ils ne parlent pas la langue. Ils sont dehors, c'est une autre culture, un choc de culture, ils ne connaissent pas la vie en Europe. Donc c'est difficile. Lorsqu'ils viennent, ils trouvent qu'il y a l'électricité partout, alors qu'ils viennent des villages où il n'y a pas eu d'électricité. Tout ça. C'est pas le même climat non plus. Voilà, bon, même par rapport à l'hébergement, je les ai hébergés, mais ça n'a pas été facile parce que la personne ne sait pas que si on allume, il faut éteindre. La personne va ouvrir le robinet, ne sait pas qu'il faut fermer. Au Darfour, il n'y a pas de grosses villes, par exemple, il n'y a pas... Oui, au Darfour, il y a des grandes villes. Il y a des grandes villes, mais c'est souvent, ceux qui sont venus viennent souvent des villages. Des villages. Ouais. Des villages où ils vivent encore la condition du Moyen-Âge. Et aucun pays africain ne veut prendre la Bon, c'est qu'ils sont allés au Tchad. Ils sont allés au Tchad, ils sont allés en République centrafricaine. Il y a d'autres qui sont au Kenya, en Ouganda. Bon, ceux qui viennent en France passent par la Libye, mais seulement la police libyenne les arrête. Pour ceux qui sont malchanceux, si on peut dire ça, les arrête et les remet entre les mains des soldats soudanais qui les exécutent. Bon, il y a d'autres qui ont fui. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas rester en Libye. Ils prennent le bateau pour venir en Europe, quel que soit le pays. Donc pour eux, venir, c'est vraiment prendre un très gros risque. Ah oui. Ah oui. Bon, pour ceux qui commençaient à aller en Égypte, lorsqu'ils ont vu que là-bas aussi ils étaient menacés, ils ont traversé pour aller en Israël. Bon, il n'y a qu'Israël qui les a vraiment accueillis, je peux dire. Israël. Et c'est étonnant, oui, justement. Israël les a accueillis plus que tous les autres pays. Ici, si je n'avais pas mené ce combat, les Darfouris, oui, ils étaient livrés à eux-mêmes. Et d'ailleurs, à Nord-en-Fonte, il y a un village comme ça, Nord-en-Fonte, il y avait un camp des clandestins, mais le préfet avait envoyé la gendarmerie pour tout raser. C'est ça qui est terrible, c'est de se dire que finalement, dans le monde, il n'y a plus d'endroits où l'humain... où il y a de l'humain, enfin de l'humanisme, voilà. En fait. Maintenant, c'est l'impression que mais l'homme est tellement devenu mauvais, égoïste, et l'homme ne pense qu'à lui-même. Et les nations, chaque nation veut son propre intérêt. Donc c'est ça, on ne s'occupe plus de l'autre. Par exemple, la crainte des étrangers, c'est quoi? C'est parce qu'ils considèrent les étrangers comme des insectes nuisibles à la santé économique du pays. Donc, c'est parce que c'est une situation de crise, alors quand c'est des situations de crise économique, les gens se replient sur eux-mêmes. Et puis il y a la manipulation aussi. Tout à fait. Mais par exemple ici en France, la France c'est un grand pays parmi les plus puissants. Mais comment la France peut-elle rester incapable de gérer la situation de Calais? C'est voulu, c'est une situation voulue. Et c'est ça qui avait fait que le Front National avait pris plus d'ampleur. Parce que, en voyant des situations comme ça, c'est vrai que les gens se révoltent. Se révoltent dans le sens que on ne veut plus qu'ils arrivent, on ne veut plus qu'ils viennent. Mais c'est une situation voulue par les politiciens. Tous ont utilisé cela. Lorsque les politiciens manquent d'arguments, ils se rabattent sur l'immigration. J'appelle ça la politique de la boîte de conserve. Vous savez pourquoi? Parce que souvent dans des maisons, dans la cuisine, il y a des conserves. Quand est-ce qu'on utilise les boîtes de conserve? Quand il n'y a plus rien d'autre. Quand il n'y a plus rien d'autre, voilà. Donc on se rabat sur les boîtes de conserve. Et c'est ça, c'est la politique de la boîte de conserve. Si les politiciens français manquent d'arguments, ils n'ont plus rien à proposer, ils se rabattent sur l'immigration. C'est vrai, vous avez raison. Donc les immigrés sont des boucs émissaires. C'est vrai. Surtout au niveau des sans-papiers, on les expulse, mais on aime bien les avoir quand ils travaillent. Parce qu'ils
travaillent beaucoup. Oui, il y a des sans-papiers qui travaillent. Ce qui permet à plus de 80%, et ce qui permet aux légaux Hmm. et au gouvernement d'abaisser le coût du travail. Ça, c'est une question économique. Ouais. Donc le gouvernement, quelque part, a besoin de certains quotas, d'ailleurs il en parle, de sans-papiers, de pays, bien entendu, particuliers, selon des catégories socio-professionnelles particulières, pour encore une fois abaisser le coût du travail. Ici, chez nous en France, pour les Français, de dire... Mais moi, j'ai connu cette situation-là. Pendant 9 ans, je travaillais légalement, mais j'avais droit à rien. J'ai cotisé, mais j'avais droit à rien. Vos impôts. Parce que vous n'aviez pas de titre de séjour. Bon, c'est que, en arrivant en 1983, à cette époque-là, automatiquement, on donnait l'autorisation de travail. L'autorisation de travail. Et c'est comme ça que j'avais tout de suite trouvé du travail 2 mois après. Je commençais à travailler. Mais 2 ans plus tard, mon dossier est rejeté par l'OFPRA, par la commission de recours. Donc je deviens sans papier. La préfecture me retire le récépissé. Mais par contre, je continue à travailler. Alors, je cotise, oui. Et vos impôts, oui. Mais avec les enfants, j'ai élevé 4 enfants. Il y a 2 qui sont nés ici. On n'a rien perçu, mais vraiment rien. J'ai élevé 4 enfants sans allocation familiale. Mais vraiment, il n'y avait rien. Mais ils étaient français. Ils avaient la nationalité française. Non, Simon, tu vas attraper la misère. Tu de là. D'accord. Simon, c'est un Africain, il aime bien Gusto. Un Africain blanc. Filou, c'est un grand problème de son papier. Ah ouais, c'est vraiment un gros problème. Et moi, lorsque on voulait m'expulser, mais c'est avec mes enfants qui sont nés en France qu'on voulait m'expulser. Pourtant, les enfants nés ici, et dans nos pays en Afrique, ne sont pas considérés comme... ce sont des étrangers. Droit du sang, droit du sol. Il y en a certains qui veulent revenir dessus. Dont on taira le nom. Bien. Bon, alors, pour votre ouvrage, oui. Je vous ai donné les coordonnées. D'accord. Sur Harmattan. Et puis je me ferai un plaisir de vous donner mon opinion. Okay. Bien que je vous dis, je ne suis pas un grand spécialiste de la question. L'opinion... Mais ça me permettra justement de m'enrichir par rapport à cette question. Ok. Vous venez de quel pays, vous? Du Congo, ex-Zaïre. J'ai fui le régime de Mobutu. Ah oui, c'est vrai, c'était Mobutu. Et maintenant, c'est qui, vous avez? C'est Kabila fils. Parce que là-bas, quelqu'un qui prend le pouvoir, il devient presque roi. Voilà. Mais les Africains n'ont pas envie d'un changement de politique, d'avoir quelque chose de plus démocratique. C'est que en Afrique, jusqu'aujourd'hui, les gens fonctionnent avec l'ancien fonctionnement des chefs tribal, des choses comme ça. Si quelqu'un devient président de la République, automatiquement il prend les gens de sa tribu pour mettre autour, même s'ils sont incapables. Mais il est même ministre, par-ci par-là. Bon, cela fait que les gens qui sont à l'intérieur en Afrique ont une autre vue des problèmes et des situations. Et nous qui sommes ici, nous sommes plus informés même que ceux qui sont à l'intérieur. Ce qui serait l'idéal en Afrique, c'est de diviser l'Afrique en 4 parties. Diviser l'Afrique en 4 parties et donc en fédérations, 4 fédérations. La fédération anglophone, la fédération francophone, la fédération arabophone, la fédération qui parle la langue portugaise. Donc 4 fédérations parce que ce sont ces langues-là qui sont en Afrique. Et chaque fédération doit avoir le même passeport. Et le même passeport
même économiquement, doivent mettre les choses en place. Et puis, toutes les fédérations doivent à leur tour avoir des rencontres. Comme ça, on formera la vraie Union africaine. Ça serait une sorte de protectorat. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Ce qui signifie que ça va empêcher que les coups d'État, ça va empêcher le coup d'État, ça va empêcher que celui qui devient président reste là pour l'éternité. Donc, s'il y a des fédérations comme ça, avec vraiment des conditions bien établies. Bon. Malheureusement, du fait qu'on n'est pas encore là, c'est pour ça que je parlais que l'Union africaine, c'est une coquille vide. Parce que lorsqu'on entend Union africaine, on pense que c'est grand, mais il n'y a rien, ils n'ont pas de fonds, il n'y a rien, mais vraiment rien. Et puis d'un pays à l'autre aussi, je veux dire, entre l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud, c'est pas du tout la même chose. Lorsqu'on prend par exemple les pays arabes, on prend les pays arabes d'Afrique, comment les pays arabes qui ont une culture autre peuvent-ils se mettre en accord avec les pays francophones, par exemple, et chrétiens? Ça pose problème. Donc c'est pour cela que c'est important d'avoir des fédérations. Et entre fédérations, parmi les 4 fédérations, ils auront des choses à mettre en place en commun, étape par étape. Ça prendra même 50 ans pour bâtir la vraie Union européenne. Mais l'actuelle Union européenne, bâtir la vraie Union africaine. Mais l'actuelle Union africaine, c'est rien du tout. C'est rien. Ah, c'est vrai que l'Afrique, c'est quand même une question délicate. Parce qu'en même temps, il y a tellement de richesses qu'elle pourrait vraiment avoir une puissance économique. Mais c'est que la division de l'Afrique intéresse les grandes puissances. Elle est voulue. Voulue, tout à fait. Ça intéresse comme ça. C'est les grandes puissances qui tirent les ficelles. Un dictateur, par exemple, quelqu'un qui est dans la rébellion, on lui fournit des armes. S'il arrive à prendre le pouvoir, ben, il est protégé automatiquement par ceux qui l'ont poussé à se rebeller. Bon, il est protégé, on le laisse faire. Qu'il soit dictateur, et même s'il devient dictateur, les grandes puissances laissent faire. L'essentiel est que ils prennent qu'il obéisse. C'est comme ça qu'on voit de Bernard Bongo qui reste au pouvoir 45 ans. Protégé par qui? Par la France. C'est vrai. On voit les dictateurs, en fait, sont protégés. Finalement, c'est pas les Africains qui décident. Ah non. Ben, ils tombent, en fait, ils sont dans le ventre. Ils sont avalés par les grandes puissances. Mobutu a été un grand dictateur connu dans le monde, c'est vrai. Mais il était protégé. Mais les Aïrois, ils avaient conscience que Mobutu c'était un dictateur. Ben, c'est que de l'intérieur, c'est difficile. Oui, un dictateur, oui. Mais que faire? Puisque si tu parles, on te tue. Alors ils étaient obligés de se taire. Les intellectuels qui avaient essayé de dénoncer la dictature de Mobutu, ils sont tous morts. Nous pouvons parler parce que nous sommes à l'extérieur. Nous sommes dans le pays de droits de l'homme. Mais là-bas, le droit de l'homme n'existe pas. Celui qui devient président a tout le droit. Il a tous les droits, et même l'argent du pays met sur son compte personnel, et en plus, ils ouvrent des comptes en Occident. Donc en Afrique, il n'y a rien. Normalement, les pays africains ne devaient pas être des pays pauvres. Mais non, c'est ça. Voilà. C'est qu'avec toutes les richesses qu'il y a sur ce continent, c'est comme en minerai, Ça ne devait pas être des pays pauvres. Mais nous comptons quand même, c'est pour cela que je travaille beaucoup, je vais rassembler même les étudiants africains qui sont ici, pour les amener à comprendre, puisque les étudiants africains qui sont ici, plus tard, ce sont eux qui auront le pouvoir en Afrique. Et je crois qu'à partir de là,
qu'on travaille sur ces jeunes pour qu'il y ait le changement plus tard. Et pour ceux qui sont de l'intérieur, ils ne connaissent pas autre chose. Non, Ils connaissent... voilà. Ils ont les pieds et les mains liés pour pouvoir... Voilà. Et la notion d'autorité est mal comprise en Afrique. L'autorité, on connaît que l'autorité est écrasante. Ce qui signifie que celui qui a l'autorité doit écraser les autres. C'est ça qui se passe. Dans la famille, le père a le droit de tabasser tout le monde, y compris sa femme. Bon, le grand frère a le droit de taper sur les autres. Et lorsque les colons sont allés en Afrique, déjà au XVe siècle avec l'esclavage, bon, donc l'homme noir était tellement brisé. Le nègre. Voilà. Et vers le XIXe siècle, il y a eu la colonisation. L'homme noir avait subi des fouets, mais à son tour, lui-même, au lieu de changer les choses, il reproduit. Voilà, c'est ça. C'est la reproduction. Il reproduit ce qu'il a vécu. C'est malheureux. Ouais, c'est tragique. Hein. Ouais. Et en même temps, paradoxalement, l'Europe ici, on en a fait un quelque chose de paradisiaque avec Schengen, la liberté des circulations des marchandises. Aujourd'hui, la liberté des circulations des hommes est remise en question avec la forteresse Schengen. Oui, tout à fait. Là, il y a un paradoxe. Alors, les Européens, comme les Français au Vendée-Non, par exemple, à la Constitution de 2005. Pour les Africains, pour d'autres pays, c'est incompréhensible. C'est que... Parce qu'ils ne sont pas au même niveau d'analyse. Voilà. Mais de toute façon, en Afrique, les constitutions, c'est pour cela que celui qui devient président, automatiquement, change la constitution. Il change à son avantage. La constitution va dire ça. Il y a des similarités avec chez nous, sans vouloir... c'est plus difficile chez nous de... Ici, c'est plus difficile, parce qu'il y a le Parlement, il y a le Sénat, donc c'est difficile. Mais en Afrique, non, il suffit d'avoir un bon général qui peut calmer les gens avec son armée. Il y a des présidents... Formés par les Chiliens, qui ont été formés eux-mêmes par les Français. Voilà, donc, il y a même des présidents qui ont changé 4 fois la Constitution. Mais tout à son avantage. No comment. Pourtant, il faut rompre le silence sur tout ça. Aujourd'hui, on est là un peu pour ça aussi. Mais oui, tout à fait. J'espère que votre ouvrage y participera. Moi, comme je dis, je parle, c'est la seule force que nous avons, c'est de parler, de dénoncer les choses, quel que soit le prix à payer, mais il faut parler, il faut dénoncer les choses. Un jour, ça apportera peut-être du fruit, je crois. Bien. Écoutez, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis bonne continuation. Merci.